Nous allons maintenant préciser le milieu culturel dans lequel la légende de Tristan et Iseut a été mise par écrit. L'un des auteurs des manuscrits du roman de Tristan et Iseut s'appelle Béroul. C'est entre 1160 et 1180 que Béroul a écrit sa version de la légende. Ce qu'on sait aussi, si on ne connaît pas grand-chose de Béroul, c'est qu'il a composé son manuscrit soit en Angleterre, soit en Normandie. Or, à cette époque, en Angleterre, c'était Henri II, Plantagenet, qui était roi. À la même époque, en France, c'est Louis VII qui était sur le trône. Je vous rappelle qu'au XIIe siècle, la France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un État unifié dont tous les citoyens parlent la même langue et qui sont dirigés par un président de la République et des ministres, n'existe pas. La France, à cette époque, est divisée en de multiples principautés qui sont gouvernées par des seigneurs plus ou moins puissants. Et ces principautés se sont constituées dès la fin du règne de Charlemagne. Depuis le partage de l'empire de Charlemagne, la puissance publique ne cesse de s'émietter en France. Une multitude de petits seigneurs contrôlent d'infimes territoires, affaiblissant l'autorité centrale. Certains grands féodaux arrivent à canaliser ces forces centrifuges, menaçant le pouvoir du Capétien. Au XIIe siècle, ce royaume se compose d'une multitude de fiefs, duchés et comtés, gouvernés par des seigneurs, vassaux du roi Capétien, qui ne possèdent plus qu'un domaine réduit, depuis lequel il exerce l'autorité centrale. La féodalité, système politique qui régit la société au Moyen-Âge, se conçoit sous la forme d'une pyramide, où chaque niveau obéit à un seigneur plus puissant, faisant remonter la réalité du pouvoir jusqu'au roi. Nous sommes dans un monde dominé par des liens de dépendance. Au sommet de la société, le roi, le suzerain. Plus bas, des vassaux, qui ont eux-mêmes des vassaux. Ils ont juré fidélité à leur suzerain au moment de l'hommage et ont reçu en échange un fief, un domaine, qui va rapidement devenir un bien héréditaire. La principale occupation de ces seigneurs, de ces nobles, est de faire la guerre, ou de s'y préparer. C'est leur rôle, dans cette société où ils se partagent une grande partie des terres du royaume, mais ne participent aucunement à la production. Cette société, très hiérarchisée, dominée par une minorité de guerriers, est appelée société féodale. Se battre pour défendre ses terres, se battre pour protéger ses vassaux, ses paysans que des brigands peuvent rançonner, mais surtout, se battre pour son roi. Loyauté, fidélité, charité. Protéger l'Église et les faibles, aimer les dames et le leur montrer par des prouesses. Joutes, tournois pour se faire admirer. Mais rien ne vaut le champ de bataille. À la tête de la pyramide féodale, Louis VII. Louis VII n'avait ni beaucoup de pouvoir, ni beaucoup de terres. Et ce qui peut paraître étrange, c'est qu'Henri II Plantagenet, bien que vassal de Louis VII, était infiniment plus puissant que lui. En effet, il était marié à Aliénor d'Aquitaine. Et en épousant Aliénor, Henri II a vu son domaine augmenter du duché d'Aquitaine. L'Aquitaine était l'un des duchés les plus vastes et les plus riches de France à cette époque. L'Aquitaine, en gros, ça va de Poitiers jusqu'aux Pyrénées et ça déborde sur l'Auvergne. Donc c'est une vingtaine de départements, ce qui fait d'Aliénor le seigneur le plus puissant d'Occident. À côté, le royaume de France, c'est une poignée de départements, c'est tout petit, c'est l'île de France quasiment telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça déborde un peu sur Soissons et jusqu'à Bourges. Donc qui épouse Aliénor devient incontestablement un seigneur terrien infiniment puissant.
Henri et le comte d'Anjou, Aliénor et la duchesse d'Aquitaine, ils unissent deux principautés territoriales contiguës, frontalières, et ils réussissent à maîtriser désormais tout l'ouest de la France. Quel lien y a-t-il entre Henri de Plantagenet, Aliénor d'Aquitaine et la légende de Tristan et Iseut? Henri de Plantagenet était un roi qui favorisait tant les arts que la littérature. La littérature savante, écrite en latin, mais aussi la littérature de divertissement, écrite en ancien français. Le roman de Tristan et Iseut est écrit en ancien français. La cour d'Angleterre, au temps d'Henri II, était une cour très raffinée, très cultivée, où l'élite anglaise parlait non pas l'anglais, comme nous aurions pu le penser, mais un dialecte anglo-normand. L'élite anglaise, l'aristocratie, le haut clergé, à cette époque, étaient francophones. Le roi même était francophone. Comment Henri II a-t-il pu favoriser la culture raffinée de ses courtisans? Eh bien, en se mariant avec Aliénor, Henri de Plantagenet n'a pas bénéficié seulement de terres françaises, il a aussi bénéficié de la culture du sud de la France, qu'Aliénor avait reçue de son grand-père, Guillaume IX. Et Guillaume IX, son grand-père, lui avait transmis un nouvel art d'aimer, l'amour courtois. Guillaume IX était davantage un homme de culture qu'un homme politique. On le considère comme l'un des premiers troubadours de France. Un troubadour est un compositeur, poète et musicien médiéval de Languedoc, langue notamment parlée dans le tiers sud de la France. Ce terme de troubadour, de l'occitan trobador, signifierait trouveur, ou plutôt inventeur, voire même, et plus simplement, compositeur. Le mouvement troubadour a commencé vers la fin du XIe siècle en Occitanie, au sein de la haute noblesse. Les troubadours étaient cultivés, impliqués activement dans la vie sociale, politique et religieuse de l'époque. On est donc très loin de l'image du baladin à grelots ou du jongleur qui n'a qu'un très lointain rapport avec la réalité. Ces derniers étaient plutôt ceux qui accompagnaient le troubadour et le plus souvent interprétaient les compositions à leur place. Ainsi, les troubadours apparaissent à partir du XIe siècle dans les cours des comtes de Barcelone et des ducs d'Aquitaine et se diffusent sur tout leur territoire. Leur poésie se diffuse dans tout le royaume de France ainsi que dans les royaumes d'Angleterre à la cour d'Aliénor d'Aquitaine. En résumé, le troubadour était à la fois celui qui maîtrisait l'art poétique et qui composait des mélodies pour accompagner le texte. La façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté sa ou son partenaire, dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur, est l'un des thèmes récurrents des poésies des troubadours. Cet art de vivre se propage rapidement dans toute l'Europe. Empreint de valeurs héroïques propres à la chevalerie, l'amour courtois évoque aussi des sentiments fins, délicats. La tradition de l'amour courtois dans l'Europe médiévale, à partir du XIIe siècle, a été influencée par Guillaume IX d'Aquitaine, puis sa petite-fille Aliénor d'Aquitaine et Marie de France, la comtesse de Champagne, mécène de Chrétien de Troyes, lui-même considéré comme le fondateur de la littérature arthurienne et l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Chrétien de Troyes résume d'ailleurs parfaitement l'idéal de son époque et la thématique récurrente de la poésie dans ses lignes. Nul, s'il n'est courtois ni sage, ne peut d'amour rien apprendre. Les cours médiévales se transformaient en cours d'amour, où les valeurs de la chevalerie et de la courtoisie, au son de la musique des troubadours, laissaient imaginer une époque bien moins sombre que celle dépeinte la plupart du temps. Ce Moyen-Âge, si souvent présenté comme obscur et brutal, s'éclairait d'une lumière poétique éclatante. Aliénor, c'est une duchesse du Sud. L'Aquitaine avait la réputation d'être beaucoup plus truculent, beaucoup plus coloré, vif, chaud bouillon que le Nord. Aliénor a effectivement ce caractère des Aquitains qui peut être très chaleureux, très emphatique et en même temps, elle est très colérique, elle est excessive aussi parfois. Sous le règne d'Aliénor, la vie de cour renaît. Dans le sillage de son illustre aïeul,
Guillaume le Troubadour, elle fait du mécénat artistique une priorité et exalte la grandeur royale. La souveraine éblouit ses convives par de somptueux banquets où se croisent les plus grands poètes et musiciens du temps, qui chantent l'idéal de l'amour courtois. Celui-ci prône un amour fondé sur un libre choix réciproque qui ne peut se faire qu'en dehors du mariage, car on ne peut aimer ce qu'on possède. Le statut de la femme évolue. Elle n'est plus considérée comme un objet sexuel dont on dispose, ou un ventre destiné à perpétuer la race. Elle est désormais libre d'aimer et doit être séduite selon un code précis. Malgré les pressions de l'Église, cet amour devient au XIIe siècle une valeur louée et chantée par les poètes, même si cet idéal littéraire ne se concrétise pas vraiment dans la société aristocratique. Quand on parle des commencements de la littérature française, c'est en Angleterre que cela se passe. Ce n'est pas dans le royaume de France que la littérature française prend naissance. Cette naissance a essentiellement lieu dans la région anglo-normande. D'ailleurs, beaucoup de grands textes de la littérature française ont vu le jour en Angleterre. On peut citer la célèbre chanson de Roland, qui raconte la bataille qui a eu lieu à Roncevaux et la mort de Roland, le neveu de Charlemagne. Mais on peut citer aussi le roman courtois que nous étudions, le roman de Tristan et Iseut. On peut citer aussi Les Laits de Marie de France, un recueil de récits en vers écrit en anglo-normand qui raconte des aventures qui glorifient l'amour courtois dans le milieu chevaleresque. On peut citer encore les premiers romans de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes qui est connu pour ses romans qui mettent en scène le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. L'un des manuscrits dont Joseph Bédier s'est servi pour reconstituer l'histoire complète de Tristan et Iseut, le manuscrit de Béroul, est écrit en ancien français. C'est un récit en vers de 8 syllabes écrit en ancien français. Imaginez-vous, vous êtes à la cour du roi d'Angleterre, après un repas, on fait chercher le manuscrit de Tristan et Iseut et un lettré se met à lire à haute voix le texte et vous êtes une dizaine de convives à être attentifs à cette lecture. Au Moyen-Âge, rappelez-vous, seuls les quelques privilégiés savaient lire et les livres étaient rares et précieux parce qu'on les copiait à la main sur du parchemin. L'imprimerie n'a été inventée à Mayence par Gutenberg qu'en 1450. Vous êtes donc à la cour d'Henri II d'Angleterre et vous écoutez la lecture d'une portion du roman de Tristan et Iseut. Donc je commence au vers 16. Par deux qui leur fils d'être la mère, ne me mandetz nulle fouetz meis. Je vous dis bien Tristran a feis, certes je n'y vendroué mille. Diroues pense que par folie, sire Tristran vous ait aimé, mais des plévis ma loyauté, qui sur mon corps mette flaël, sont que sforce-t-il qui m'ôte pucelle, out m'amitié encore nul jour. C'est li felon de sestenor, por qui jadis vos combatistes, o le morot, quand l'océistes, li font accroire, ce me semble, que nos amours justent ensemble, sire, vous n'en avez talent, ne j'ai, par Deo omnipotente, n'ai courage de druerie, qui torte à nulle vilanie. Voilà situé le roman de Tristan et Iseut dans son contexte culturel. Nous avons compris que le roman de Tristan et Iseut est une œuvre qui a pris naissance à l'époque féodale, pendant le règne d'Henri II Plantagenet, non pas dans le royaume de France, mais dans la région anglo-normande. Nous avons aussi compris le rôle que la femme d'Henri II a joué
dans la diffusion de la culture du sud de la France à la cour d'Angleterre. Et enfin, nous avons pu entendre lire un extrait du manuscrit de Béroul dont Joseph Bédier s'est servi pour reconstituer une histoire complète de Tristan et Iseut avec un début, des péripéties et une fin. Le texte était lu en ancien français.